Bonsoir à tous, je suis Claire Convert. Nous vous accueillons ce soir avec Alexandra Zaidel. Nous sommes parents du conseil d'administration d'Envoludia. Nous avons organisé cette soirée à la demande de Manon, qui est une ancienne date des établissements d'Envoludia. Envoludia, ce sont 22 établissements en Île-de-France et dans les Alpes de Haute-Provence et qui accompagnent des petits, des adultes, des adolescents touchés par le handicap neuromoteur au sens large. Nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir 4 intervenants. Et je vais commencer tout seigneur, tout honneur avec le docteur Philippe de Normandie, qui est neuro-orthopédiste et qui va nous apporter toute son expérience de praticien. Nous accueillons également le docteur Cyril James, qui est neurochirurgien pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Nous accueillons Jeanne, qui est la maman d'Oscar, qui va lever la main pour se présenter, qui va nous dire quelques tout petits mots sur la raison de sa présence ce soir. Et nous accueillerons donc Manon. On va juste démarrer en rappelant ce qu'est une SDR. La SDR, ça veut dire Selective Dorsal Rhizotomie, c'est-à-dire qu'on coupe les racines dorsales de la moelle épinière. Donc les racines ventrales et les racines antérieures sont les racines de la motricité. Les racines dorsales sont les racines sensitives qui jouent un rôle assez important dans la raideur et la spasticité, mais c'est par ces réflexes qu'il y a un effet de raideur sur les membres inférieurs surtout. Et chez les patients qui ont troubles neurologiques centrales, au départ, en l'occurrence les prématurités et ce qu'on appelle les leucomalacies périventriculaires, des lésions au niveau du cerveau qui peuvent engendrer cette raideur au niveau des membres inférieurs. Et donc le but de l'opération est de couper certains nerfs, en l'occurrence les nerfs dorsaux, de cette moelle épinière qui sont les câbles électriques qui vont jusque dans les jambes. Oui, bonsoir. Donc, je suis la maman d'Oscar qui a 3 ans et demi, qui a été opérée d'une ESDR à la Fondation Rothschild en septembre 2021. Donc, c'était le tout premier patient à avoir une ESDR à la Fondation Rothschild. C'est un enfant qui était en groupe GMFCS 4, donc c'est-à-dire non marchand avant l'opération. Et ensuite, il a fait entre 3 et 4 mois de rééducation intensive à Bois-Laris. Ensuite, il a repris en libéral un rythme un petit peu plus soutenu qu'avant et il a fait de nombreux stages depuis. Donc moi, c'est Manon, j'ai 23 ans. Je suis atteinte de tétraparésie spastique niveau 3. Je suis née très prématurée suite à une grossesse gémellaire compliquée et je suis atteinte de leucomalacie, donc les lésions cérébrales dont parlait Dr James juste avant. J'ai été diagnostiquée d'une paralysie cérébrale à l'âge de 8 mois. Donc au quotidien, je me déplace en fauteuil roulant électrique et je marche chez moi avec appui. J'ai aussi une atteinte des membres sup, donc c'est-à-dire que je manque de force et de dextérité au niveau des bras. Au niveau du dos, je peux tenir sur une chaise dite normale, mais j'ai du positionnement au quotidien pour être moins fatigable. En rééducation, je suis capable de faire quelques pas sans appui. Et depuis la SDR, je suis capable de marcher jusqu'à 1 heure en déambulateur. Donc voilà, j'ai été opérée d'une SDR en 2020 par le professeur à Berle en Allemagne. J'ai été opérée via une seule vertèbre ouverte, avec la vertèbre qui est refermée, avec l'os qui a été enlevé, donc avec du matériel, et avec à peu près 80% des nerfs sensitifs qui ont été coupés du côté droit et du côté gauche, donc au niveau des 2 jambes. Pour retracer mon histoire, j'ai une prise en charge relativement classique de ce qui se fait en France, avec à l'âge de 10 ans de multiples opérations orthopédiques. Et puis après ces opérations orthopédiques, j'ai continué le collège, le lycée avec quelques pertes d'amplitude, presque le même niveau moteur. Et en fait, c'est vraiment à 17-18 ans que j'ai eu une grosse dégradation physique. Et là, ça a été vraiment un gros changement dans ma vie, pour le coup, en négatif. Donc cette dégradation, elle s'est caractérisée par une augmentation très importante de la fatigue, une augmentation très importante des douleurs articulaires que j'avais avec une nécessité de très très forts antidouleurs au quotidien, et surtout une augmentation inédite de la spasticité que je n'avais jamais vécue au préalable en presque 20 ans. Donc une augmentation de la spasticité au niveau des jambes, donc des difficultés à tenir debout, des difficultés à enchaîner les pas tellement j'étais raide, aussi des difficultés à dormir à cause de spasmes la nuit que je n'avais jamais avant, mais aussi de la spasticité au niveau du bassin qui m'empêchait de rester assise au fauteuil longtemps, ce qui est très compliqué parce que moi au quotidien je suis assise au fauteuil. Aussi une augmentation de la spasticité au niveau de la vessie, avec une vessie qui fonctionnait vraiment très très mal par rapport à avant.
Et en dernier point, une augmentation de la spasticité au niveau des bras, alors qu'initialement, j'ai une atteinte plutôt faible au niveau des bras. Là, j'avais des grosses douleurs et des difficultés à m'habiller, me déshabiller. Malheureusement, avec l'augmentation des médicaments, une atteinte un peu du foie. Ce soir, j'ai la chance de pouvoir vous raconter mon histoire. Mais cette dégradation, ce qui est appelé ce vieillissement précoce, c'est pas que moi, c'est la très grande majorité des adultes PC spastiques à des degrés et des intensités et des âges différents, parce qu'on a des niveaux d'atteinte différents. Mais c'est vraiment la majorité d'entre nous et beaucoup d'adultes se reconnaîtront dans cette dégradation et nos études qui changent, nos projets professionnels qui seront obligés de changer. Et donc, c'est à ce moment-là que la question de l'ASR s'est posée suite à des recherches personnelles. Donc, avec pour moi 2 objectifs principaux, le confort, parce que j'étais sur le point d'arrêter mes études universitaires, et le ralentissement de la dégradation de la marche pour pouvoir être le moins sédentaire possible. Ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est vraiment à quel point la récupération en post-ASR est rapide. Alors rapide, je mets des guillemets, mais pour ceux qui, comme moi, ont connu des grosses opérations orthopédiques avec des modalités, des mois sans appui, des pleins, voilà, du coup là, c'était ma marche d'intérieur avant la SDR. Là, on voit qu'en fait, dès les premiers jours post-op, c'est absolument génial. J'ai une motricité avec des mains que je n'avais jamais eu avant. Là, c'est la première fois que je suis debout après l'opération. Donc là, le kiné est juste là par sécurité. Mais vraiment, je suis capable de marcher toute seule à une semaine d'une très lourde opération. Là, c'est 15 jours après, j'ai déjà quasiment plus d'antidouleur. J'ai déjà récupéré une certaine fluidité des pas. Et là, c'est 1 mois après, j'ai récupéré ma marche dite en équilibre sans appui, qui est mon niveau moteur le plus optimal en termes de ce que je suis capable de faire le maximum de ma motricité, entre guillemets. C'est 6 mois après la SDR et je suis capable de faire des choses en équilibre que je ne faisais pas avant. Là, j'ai vraiment un gain de motricité. Donc, monter une marche sans appui, j'étais incapable de le faire. Là, vous allez bientôt le voir, descendre une rampe sans appui, j'étais incapable de le faire. Ça, c'est vraiment des gains en termes de motricité. On n'est que 6 mois après l'opération. Encore une fois, pour ceux qui ont fait des très lourdes opérations orthopédiques. Mais c'est la posture assise qui est différente. Et ça, pour moi, c'était le plus gros point. Je ne sais pas si vous avez vu juste avant, mais mes pieds ne sont quasiment pas sur les cale-pieds. Là, c'est le gain d'amplitude que j'ai gagné en pré-SDR. L'un, le gain d'équilibre, vraiment une nouvelle position, chevalier servant. Et l'un, c'est 1 an et demi post-op. Donc maintenant, je gagne encore des nouvelles. C'est génial à dire, je gagne encore des nouvelles capacités motrices. Donc voilà, descendre un escalier avec un seul appui, ça c'était inimaginable avant la SDR. Donc voilà, pareil, monter d'escalier, ça c'était strictement impossible avant la SDR de face avec un seul appui. Et surtout, la posture assise au sol, comme ça, là, il n'y a pas de dossier. J'aurais été incapable de le faire pré-SDR. Je ne tenais pas en acétalure, je ne tenais pas assise au sol. Le dos partait complètement. Et là, j'arrive maintenant à tenir assise au sol, par exemple à la plage, une demi-heure sans dossier. Donc, c'est peu comparé à un valide, mais c'est énorme pour moi qui, avant la SDR, ne pouvait pas du tout m'asseoir au sol. Donc, voilà, c'est un truc dont je profite beaucoup. Donc, voilà, donc pour revenir en fait à un point que vraiment, ça me semblait important d'insister au niveau de la rééducation. Moi, honnêtement, c'est ce qui m'a fait accepter de me remettre dans un processus d'opération à l'âge adulte. C'est parce que, à mes yeux, le post-opératoire post-SDR est beaucoup moins lourd. Alors, ça reste du post-opératoire, hein, ce n'est pas les moments les plus agréables, mais beaucoup moins lourd que du post-chirurgie orthopédique invasive, en tout cas les opérations orthopédiques que j'ai eues. Donc, du coup, j'ai choisi entre décembre, où j'ai eu ma SDR, et septembre, de faire une rééducation à domicile en libéral. C'est un choix que j'ai fait. Donc, ma rééducation, c'est composé de 2 séances de kiné par semaine, d'une séance de renforcement musculaire. Et les autres jours de la semaine, j'ai mes parents qui m'ont fait travailler à peu près 1 heure par jour entre le matin et l'après-midi en fonction de ma fatigabilité. Donc, pour ce post-opératoire, c'est vraiment génial, encore une fois, comparé au post-opératoire des opérations orthopédiques, parce que passé le premier mois post-op, je n'avais très peu de douleur, donc plus d'antidouleur à la maison. J'étais juste encore inconfortable en position assise, donc je variais les positions, mais je faisais des nuits complètes, je n'étais pas du tout shootée par les antidouleurs. À peu près à 2 mois post-op, j'ai pu reprendre les cours en distanciel
à l'université à côté de la rééducation. Et à peu près à 5-6 mois post-op, j'ai récupéré un niveau moteur que j'avais pré-SDR. Donc encore une fois, moi je trouve ça très rapide. Et puis surtout, comme en fait on le voyait dans les vidéos, mais c'est allé très vite, comme j'étais debout dès la fin de la première semaine post-op, j'ai pu tout de suite me mettre debout et participer au transfert en appui. Ce qui fait qu'en termes d'autonomie, mon autonomie a été relativement peu affectée dans cette rééducation. Même si, il faut le préciser malheureusement, généralement le post-opératoire chez des adultes est plus lourd et plus douloureux et plus long que chez des enfants. Donc du coup maintenant je vais vous parler de tous les bénéfices dont je profite avec joie depuis 1 an et demi. Donc le premier, c'est une réduction très très importante des douleurs articulaires, vraiment sur l'ensemble du corps. Très impressionnant pour moi. 90% de ma journée, c'est en position assise. Donc être confortable en fauteuil roulant sans avoir l'impression d'être dans un toboggan toute la journée et de glisser, c'est vachement reposant. Sur plusieurs niveaux, en termes de commande motrice, j'ai une meilleure dissociation des 2 jambes et une meilleure commande des différentes articulations avec des mouvements que je ne pouvais pas faire avant. J'ai aussi une augmentation, comme on le voyait dans la vidéo, mais ça allait vite, des amplitudes articulaires, même si malheureusement je n'ai pas des amplitudes dites physiologiques, car il y a eu 20 ans de spasticité avant qui malheureusement fait beaucoup de dégâts. Et j'ai aussi gagné en force musculaire, mais je suis capable de marcher presque 1 heure en déambulateur, ce qui avant n'était pas possible si je faisais 20 minutes maximum, c'était vraiment le maximum. Et j'ai plus du tout les muscles qui fatiguent aussi vite. Après, j'ai eu des bénéfices qui ne sont pas systématiques quand on fait une SDR. Donc, j'ai une amélioration flagrante au niveau des bras, une augmentation de la dextérité et une augmentation de la force. Et j'ai une amélioration aussi du fonctionnement de la vessie qui a été montrée par des examens pré- et post-op. Et j'ai aussi une amélioration de la circulation sanguine. Maintenant, comme toute opération, il y a des effets secondaires. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à avoir ces effets secondaires-là? En termes de sensibilité des jambes, j'ai mis à peu près 10 mois à récupérer au niveau de la peau une sensibilité normale. Avant, au niveau du toucher, j'étais un peu engourdie. Maintenant, j'ai une sensibilité presque normale, sauf au niveau d'une jambe. Il y a aussi l'hypersensibilité de la plante des pieds que j'avais déjà pré-SDR, mais qui s'est beaucoup aggravée pour le coup en post-SDR. Il y a aussi les décharges électriques, donc, que je n'avais pas pré-SDR, que j'ai eu un peu les premières semaines post-op. Et maintenant, c'est vraiment que quand je suis très fatiguée en fin de journée. Donc, ce n'est pas des douleurs fortes, ça ne nécessite pas de médication chez moi, mais c'est une réalité, voilà, j'en avais pas avant la SDR. Le dernier effet secondaire, c'est les déverrouillages. Donc les déverrouillages, c'est les genoux et les chevilles qui plient. C'est comme en 10 secondes, on peut passer à peu près de debout à accroupi. Donc les premiers mois post-SDR, j'avais vraiment beaucoup de déverrouillages quasiment à chaque fois que je me mettais debout. Au fil des mois, ces déverrouillages se sont estompés et maintenant, ils arrivent vraiment à des moments très spécifiques de la journée. Donc, soit au réveil, soit en fin de journée avec la fatigue, soit après un effort physique intense. Donc, du coup, je sais quand ils arrivent, je peux les anticiper. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que probablement à cause de mes ligaments qui ont été bien abîmés par la spasticité et du fait que je n'ai pas énormément de muscles, en post-SDR, j'ai plus tendance à me blesser au niveau des articulations qui sont plus souples. Chez moi, la SDR m'a beaucoup apporté en qualité de vie. Et d'ailleurs, je voulais terminer mon témoignage par ça. Si je devais définir la SDR, c'est que ça m'a apporté un confort de vie que je n'ai jamais eu en 20 ans. Je voudrais terminer mon témoignage par juste une remarque, c'est que moi, mon ressenti, c'est vraiment que la SDR en tant qu'adulte, c'est un peu un double deuil parce que en tant qu'adulte handicapé, on a fait le deuil de plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause du handicap. Et quand on a une SDR à l'âge adulte, on voit qu'on pourrait faire des progrès et on est limité par des choses où c'est trop tard, où la spasticité, elle a fait trop de dégâts en 20 ans et des choses où on ne pourra plus jamais progresser, plus autant que si on avait fait une SDR jeune. Et c'est pour ça que je veux que les choses bougent aujourd'hui, pour que les futurs enfants, ils aient moins de regrets à l'âge adulte que moi j'en ai et que d'autres adultes PC spastiques en France ont. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors, la première question qu'on avait notée pour vous, c'était de savoir, de faire un état des lieux sur ce que dit la recherche aujourd'hui sur l'évolution de la SDR dans le temps, c'est-à-dire avec l'âge, et de ses effets sur le corps, l'âge avançant, et du coup de savoir si il y avait un timing recommandé ou idéal pour faire une ESDR. Le plus important dans la SDR, c'est de discuter avec la famille et de savoir et de connaître les attentes des familles. Malheureusement, en tant que médecin, on adorerait pouvoir rendre un non-marchand marchand, mais malheureusement, quelquefois, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une vraie adéquation entre l'attente des familles et ce que nous, on peut proposer comme résultat. Et c'est une vraie grosse et longue discussion qu'on doit avoir avec la famille. Mais il est évident que c'est beaucoup plus simple d'avoir un enfant jeune qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème orthopédique, pas de rétraction, c'est-à-dire de diminution de la longueur des muscles, qui n'a pas acquis les choses, pour lequel on n'a pas besoin de désacquérir pour réapprendre sans spasticité. Idéalement, c'est un enfant qui commence à déambuler, à marcher vers 3, 4, 5 ans, quand on a le diagnostic tôt, pour pouvoir l'aider et éviter qu'il y ait des rétractions et des malformations orthopédiques qui sont liées à cette spasticité et à cette raideur. Ça, c'est idéal. Malheureusement, on est dans un monde où il n'y a pas d'idéal nécessairement. Tout dépend du moment où on voit les patients, où on voit les familles et on peut les prendre en charge. Il est clair que maintenant, plus on les voit tôt, plus on les prend en charge tôt. En tout cas au niveau de la SDR. En ce qui concerne la recherche, à l'heure actuelle, plus que la SDR, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, on a développé cette chirurgie qui est une chirurgie qui était très invasive au départ, qui a très peu d'effets indésirables. Comme l'a dit Manon, il y a quelques troubles neurologiques, de picotement, de troubles de la sensibilité, etc., qui peuvent perdurer dans le temps, mais qui s'atténuent plus on les prend en charge tôt, plus ils s'atténuent rapidement. La prise en charge de ces enfants, à l'heure actuelle, en dehors de la SDR, on n'a pas grand-chose à proposer, si ce n'est, mais on en reviendra probablement à la fin de cette intervention sur les autres techniques qui sont des vieilles techniques qu'on utilise. Mais pour l'instant, on n'a pas mieux que la SDR, chez les patients en tout cas, qui ont une spasticité. Je ne parle pas des dystonies. La question de ne pas corriger la spasticité, est-ce que ça peut être bénéfique de ne pas corriger la spasticité? Alors, il y a beaucoup de docteurs, et alors, il y a eu une réunion il y a 15 jours, 3 semaines, qui est la Société française de neurochirurgie pédiatrique, où on avait des médecins rééducateurs, on avait tous les neurochirurgiens pédiatres en France qui étaient là, et on a discuté de ça. Et il y a des médecins rééducateurs et certains neurologues qui disent qu'il y a une spasticité positive, ce que je ne crois pas. Je pense que la spasticité, c'est toujours péjoratif, en tout cas chez les enfants, et je pense que c'est malgré tout toujours délétère, à plus forte raison chez les enfants, puisque la spasticité à terme engendre des déformations orthopédiques, engendre des raccourcissements musculaires. Donc c'est pour ça que avant on disait qu'on ne pouvait pas opérer les adultes parce qu'ils risquaient de s'effondrer, etc. Mais maintenant on est la preuve vivante que, et Park qui aux États-Unis fait ça chez les adultes, ça fonctionne aussi. Donc il a prouvé, il y a déjà plusieurs dossiers dans la littérature, plusieurs articles dans la littérature qui confirment le fait que la spasticité n'est pas positive, entre guillemets. Donc moi, je ne suis pas très pro-spasticité, mais je pense que M. de Normandie voulait rajouter quelque chose. Je voulais juste dire que je pense que chaque patient est différent. Et donc, c'est toujours un mélange à la fois d'hypertonie, mais à la fois, souvent, il y a des déficits en dessous. Donc, quand on peut éviter d'avoir de la spasticité, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des cas où il peut y avoir des spasticités utiles à un moment donné de sa vie, par rapport à certaines activités? Sûrement. Je vous prends 2 exemples. Un exemple au niveau du membre supérieur. Le nombre de jeunes femmes que j'ai pu voir avec le bras qui se fléchit parce qu'une hémiplégie infantile. On a le bras qui se fléchit. Ouvrir un bras, on sait faire. Et quand il n'y a pas de commande, voilà, on sait qu'il n'y a pas de commande, il y a une hypertonie qui vous permet de mettre le bras en flexion. La demande à 20 ans, c'est d'avoir un bras allongé. Maintenant, moi, je ne suis que des adultes. Le problème, c'est que cette femme, à 30 ans, si elle a un enfant, la perte de la tonicité fera qu'elle ne pourra pas
ou avec beaucoup de mal tenir son enfant pour pouvoir lui donner le biberon avec l'autre main. Mais vous prenez l'autre exemple parce que j'ai vu mais je vous assure, des dizaines et des dizaines de jeunes qui ont une passion, c'est le foot. Votre hypertonie, à un moment donné, elle vous aide, et on le voit très bien, les gens, ils ont du mal à marcher, ils courent bien. Vous avez un jeune dont sa passion, c'est le foot, arriver à lui diminuer son hypertonie pour pouvoir avoir une marche plus fluide, bon, tout ça, oui, mais on risque de remettre en cause fondamentalement son activité parce que sa passion, c'est jouer avançante, parce que même avec une grande hypertonie, on le voit bien, là, la course, c'est pas pareil que la marche. Donc c'est pour ça que je pense que, comme toujours, et mon collègue l'a bien expliqué, ce qu'il faut, c'est de se dire quelle est exactement la gêne de la personne aujourd'hui, et avec une difficulté, moi je trouve qui est très compliquée dans notre métier, c'est quoi la gêne et les besoins de la personne dans 5 ans, dans 10 ans, en fonction d'une évolutivité. Donc c'est pour ça que je pense que si on peut éviter l'hypertonie, je suis entièrement d'accord, mais comme toujours, je pense qu'il n'y a pas de vérité aux règles en disant il faut supprimer systématiquement l'hypertonie. En certains cas, l'hypertonie peut avoir une utilité. Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est la construction de la bonne décision au regard de la plainte de la personne, et être certain qu'on améliore, mais qu'en aucun cas on aggrave aujourd'hui ou qu'on perd des potentialités de demain. Oui, ce qui est particulièrement compliqué avec des enfants de 2-3 ans, parce qu'en même temps, on dit qu'il faut opérer le plus tôt possible, hein, si j'ai bien compris, Dr James. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut estimer l'utilisation que ferait cet enfant, éventuellement pas très spastique, de sa spasticité, comment il pourrait l'exploiter. Donc il y a un choix à faire quand même pour les parents avec l'équipe médicale. C'est sûr que le sujet du 3 ans est différent que quand vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez déjà une activité. L'adolescent de 15 ans, il a déjà une vie et il exprime mieux également ses souhaits, sa gêne, sa plainte, ce qu'il aime faire, etc. Le contrat, au départ, c'est surtout une protection orthopédique et d'éviter les rétractions et les déformations orthopédiques. Quand on les prend en charge très tôt, vers 3 ans, c'est un peu le but. Et ensuite, on les voit évoluer avec le temps. Après, ils ont toutes les acquisitions de la marche, ils ont toutes les acquisitions de la motricité des membres supérieurs, etc. Et après, l'avantage, c'est qu'on peut retoucher et retravailler avec, par le biais des gestes orthopédiques, des gestes neurologiques périphériques qui permettent de réadapter la motricité correctement. Mais clairement, quand on les opère très tôt, la rééducation est entre guillemets plus simple. C'est pas une rééducation, c'est une éducation. C'est-à-dire qu'on leur apprend à marcher, on leur réapprend pas à marcher, puisqu'ils n'ont jamais appris. Et on ne doit pas, comme chez l'adulte, la rééducation est compliquée parce qu'ils ont appris à marcher. Si vous conduisiez avec le frein à main constamment votre voiture, d'un seul coup on lâche le frein à main, c'est extrêmement compliqué de conduire comme ça. Et ben c'est un peu le même principe. Alors que là, ils n'ont jamais roulé, ces enfants. Donc ils apprennent directement à fonctionner sans cette raideur au départ. Le problème dans l'hypertonie, c'est qu'il y a de l'hypertonie spastique, il y a de l'hypertonie dystonique, il y a de l'hypertonie. Il y a différents types de raideurs, et c'est extrêmement difficile de savoir lequel est lequel. Dans la dystonie, la SDR ne sert pas à grand-chose, mais la dystonie, c'est autre chose. C'est pour ça que le diagnostic initial de la prise en charge de ces patients, il faut vraiment être sûr et certain que ce soit des patients qui soient spastiques prédominamment. Parce que traiter des dystoniques par la SDR, ça ne marche pas. Et je vois une quantité faramineuse de patients qui viennent pour une SDR, alors qu'ils sont dystoniques. Ce n'est pas le traitement adapté. Il y a d'autres traitements. Oui, j'ai juste 2 petites remarques à faire. Une chose que j'ai oublié de préciser. Donc moi, actuellement, à 1 an et demi post-op, à l'examen clinique, on ne retrouve plus de spasticité dans les jambes nulle part. Et au niveau des bras, ma spasticité a baissé, mais j'ai encore de la spasticité dans les bras, ce qui est un peu logique parce que la SDR vise plutôt les membres inf. Et juste une petite remarque par rapport à l'âge où on opère l'enfant et le fait qu'il soit plus grand, qu'il soit plus en capacité d'exprimer ses envies ou ses non-envies. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, même à 20 ans, en étant adulte, on m'aurait demandé par rapport à mes douleurs, il y a des douleurs qui ont disparu en post-opératoire, dont je n'avais pas conscience d'avoir en préopératoire. Donc même nous, en tant que personnes paralysées cérébrales, nous-mêmes, on est biaisés par rapport à notre ressenti de la douleur et de l'inconfort ou de la commande motrice parce qu'on n'a connu que ça. La SDR fonctionne à merveille sur les douleurs. C'est-à-dire qu'il y a même des patients qui sont tétraparétiques, spastiques, qui ne demandent pas d'amélioration des mouvements, mais
qui demandent une amélioration de la douleur. Et pour ces patients, je leur propose la SDR. Et ça fonctionne systématiquement. C'est un des meilleurs traitements de la douleur chez ces patients, à tel point qu'il y a des patients chez qui j'ai enlevé la pompe aliorézale pour leur faire une SDR, juste pour traiter la douleur. Il y avait une dernière question avant de passer justement à la dystonie. Est-ce qu'il y a un intérêt à retirer de la spasticité de manière focale plutôt qu'au maximum? Il faut voir le patient, c'est extrêmement difficile de répondre comme ça. C'est-à-dire que c'est clair qu'on a envie un maximum d'enlever cette raideur qui est délétère dans une grande majorité des cas. Maintenant, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que clairement, il y a des patients qui en ont besoin, ne serait-ce que pour les transferts, pour le nursing, etc. S'ils sont tout mous, les parents n'arrivent plus à le porter, ça devient compliqué, etc. Donc, il arrive quelquefois que, en sachant qu'on puisse rendre un patient plus souple, eh ben, on préfère ne pas le faire parce qu'il y a un risque d'aggraver la prise en charge. Pas d'aggraver la raideur, au contraire, ça marche sur la raideur systématiquement. Mais c'est pour ça qu'on en revient à la discussion initiale avec la famille, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette chirurgie? Clairement, il y a des patients pour qui on ne va pas proposer de SDR, qui est un traitement général, et un traitement qui va agir sur les membranes et les membres supérieurs. On n'en parle pas beaucoup, mais ça marche. Avant, je disais, c'est une option en plus, ça va fonctionner, etc. Et puis après, plus de 400 patients, en fait, ça marche à chaque fois. Donc, il y a clairement une amélioration au niveau des membres sup. Donc, ce n'est pas une option, ça marche systématiquement au niveau des membres et des membres sup. Traiter globalement la spasticité, est-ce que ça convient à un patient ou pas? Il faut évaluer et rediscuter avec la famille, mais il arrive qu'on puisse traiter de manière très focale, en traitant un seul nerf, la spasticité, en traitant 2 nerfs, plutôt que de traiter tous les nerfs des membres inférieurs. On a beaucoup d'évolutions pour pouvoir se dire on traite qu'un nerf, parce que pouvoir diminuer la puissance sur un nerf ou sur un muscle, c'est sûr qu'entre la toxine, entre le phénol, demain, avec l'équipe de Poitiers qui coordonne, on a ce qu'on appelle la cryoneurotisation, donc on pourra uniquement, en mettant un peu de froid sur un nerf, pouvoir diminuer sa puissance. Donc il faut se dire qu'en même temps, on a une gamme de solutions pour faire du focal, parce que de temps en temps, effectivement, l'opportunité, c'est faire du focal. Ce qui me fera beaucoup étant orthopédiste, je vois des adolescents et des adultes, c'est que souvent, la vision orthopédique en France a été beaucoup une chirurgie lourde. On avait tendance à opérer, on cassait l'os, on coupait l'os, on met des plaques, des plates, etc. Et donc, les histoires chirurgicales sont des histoires souvent extrêmement lourdes et pesantes. C'est vrai que les évolutions avec nos nouvelles solutions thérapeutiques de l'enfance, comme évoque le docteur James, il y a une gamme maintenant incroyable de solutions qui nous permet de réfléchir différemment. Cette chirurgie dite en un temps qui a laissé beaucoup de traces dans le monde des IMC, considérant que c'était extrêmement agressif, violent, les enfants en gardent un souvenir insupportable et quand on les retrouve à l'âge adulte, à l'idée même de revoir un chirurgien, ça leur est insupportable au regard de l'histoire qu'ils ont eue. Donc et nous aussi, les soignants, il faut qu'on prenne en compte toute cette sociologie profonde, enfin ces vécus qui font qu'on a également besoin de se réinterroger. On regarde notre relation avec vous, avec les familles, les aidants, et en même temps de se dire qu'on a énormément évolué en termes de chirurgie parce qu'il n'y a pas de vérité, il y a une somme de solutions. Je rebondis là-dessus, les effets néfastes de la toxine à long terme, parce que c'est vrai que souvent les parents ont peur aussi de ça, alors que la SDR propose quelque chose de plus définitif. Oui, c'est possible que la toxine puisse avoir des effets. Il y a des marqueurs de fibrose dans les muscles, etc. Malgré tout, je pense que c'est faire des toxines, ça permet de protéger les articulations. C'est pas si délétère que ça. Ça permet aussi d'avoir une vision globale des muscles, des chefs radiculaires, donc les racines qui sont impliquées dans la raideur, quelle zone est plus raide que l'autre. Et donc les tests et les suivis avec les toxines, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Après, à terme, je pense que clairement, oui, il y a un effet à terme, mais ça, Monsieur de Normandie vous le dira mieux que moi. Mais je pense que clairement, c'est pas une mauvaise chose, les toxines. Ça permet de protéger, de soulager les douleurs, de diminuer les rétractions et les déformations orthopédiques. Je pense que le sujet de la toxine, c'est à quel moment, d'abord c'est des piqûres, il y a un moment donné, ça peut être, on en a marre de se faire piquer, etc. Ce qui est quand même important à savoir, c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui, le fait de faire des toxines, à un moment donné, ils n'en ont plus besoin parce que le système s'est rééquilibré. Pour être clair, c'est comme un mât de bateau avec des haubans. Vous avez un hauban qui tire trop, mais celui qui est de l'autre côté, il est quand même un peu présent. Si vous
toxiné. Si vous diminuez la puissance du haut-banc qui met votre main un peu de travers, l'autre haut-banc, en le travaillant, à partir du moment où il y a un peu de force, il est capable de rééquilibrer. Et on sait que le problème de la puissance des muscles d'un côté et la puissance des muscles de l'autre côté crée cet équilibre. Et puis par contre, il y a un certain nombre de cas où on n'arrive pas à faire ce rééquilibrage parce qu'il n'y a rien en face, ce qu'on appelle les antagonistes, les muscles, il nous manque le haut-banc en face. Et à ce moment-là, il y a des gens qui en ont marre de la toxine et c'est là où peut se poser la question de dire bah, si c'est juste focal, peut-être qu'on peut faire un geste que sur le nerf. Et là, on a différentes solutions thérapeutiques pour faire le geste sur le nerf. C'est reproduire l'effet de la toxine, mais en disant les piqûres, j'en ai ras le bonbon, trouvez-moi une autre solution. Alors, pour revenir justement à la dystonie et la spasticité, peut-être très rapidement expliquer la différence entre les deux et nous dire comment vous, par exemple, vous distinguez l'une de l'autre chez les patients et quid de la SDR chez les patients qui ont une atteinte mixte. Pour faire très simple et très rapide, la dystonie disparaît pendant la nuit, alors que la spasticité perdure pendant la nuit. Globalement, un patient qui est dystonique, mais il aura peu de rétraction et peu de déformation orthopédique, alors qu'un spastique aura une grosse déformation orthopédique à terme et des rétractions. Alors, pour le tester, il n'y a rien de plus simple. La dystonie, c'est un peu compliqué à comprendre, mais par contre, la spasticité, c'est la différence entre la vitesse lente et la vitesse rapide. Globalement, quand on plie le bras lentement, on doit avoir la même amplitude quand on le fait lentement et quand on le fait rapidement. Chez les spastiques, quand on le fait lentement, on a une certaine amplitude, et quand on le fait rapidement, il s'arrête brutalement, et ensuite, en repoussant, on a le reste de l'amplitude qui vient. C'est ça la spasticité. C'est la différence entre la vitesse lente et la vitesse rapide. D'accord. Mais du coup, la question des personnes qui ont une atteinte mixte, c'est-à-dire qui ont de la spasticité et qui ont de la dystonie, est-ce que dans leur cas, il y a un bénéfice à faire une ESDR ou pas? Parce que du coup, est-ce que ça va mettre plus en avant la dystonie? Comment vous évaluez quand il y a un enfant qui a les deux, si ça sera bénéfique pour lui ou pas d'avoir une ESDR? Alors, en général, les enfants, ils sont soit très spastiques, soit très dystoniques. Ils ont tous toujours un versant plus important que l'autre. Les patients qui sont plus spastiques pourront avoir un traitement contre la spasticité. Les patients qui sont plus dystoniques, on n'a pas très envie de leur proposer un traitement contre la spasticité parce qu'il y a plusieurs articles dans la littérature qui ont montré une décompensation post-opératoire de la dystonie avec des crises dystoniques majeures et des décès en post-opératoire. Si trop dystonique, pas de SDR, très spastique, traitement de la spasticité. Il y a très rarement des patients qui sont moitié-moitié. Et vous arrivez à évaluer la différence entre les... Par quelle méthode? La dystonie, c'est un trouble du mouvement. Pour faire le mouvement, il faut que, par exemple, pour plier le bras, il faut contracter le muscle ici et relâcher le muscle derrière. Parce que si on contracte les deux, c'est un peu ce qui se passe chez les dystoniques, on n'arrive pas à faire le mouvement. C'est ça la dystonie, c'est une co-contraction du muscle agoniste et antagoniste. Normalement, il y a un des deux muscles qui doit se lâcher, et là, les deux muscles se mettent en contraction les deux ensemble. Et c'est ça ce qui fait que c'est un mouvement, un trouble du tonus et du mouvement. La spasticité, ça n'est pas du tout ça. Les dystoniques, quand vous tapez dans les mains, ils partent en arrière avec les bras vers l'arrière comme ça, et c'est assez typique. On arrive à faire le diagnostic d'une dystonie et d'une spasticité en consultation, en examinant correctement les patients. Les médecins qui ont l'habitude de la dystonie et de la spasticité savent faire la différence tout de suite. Et donc, du coup, dans le cas d'une atteinte mixte, en fonction de la dose de chacune des composantes, la SDR peut quand même avoir des effets bénéfiques, par exemple pour soulager la spasticité dans les membres sup et du coup pouvoir faire des toxines de façon plus ciblée dans les bras. C'est surtout dans les jambes. J'ai dit qu'il y avait un effet sur les bras, mais c'est un effet davantage sur les membres inférieurs. Oui. Et avant, si on se lance chez les patients qui ont 50-50 dystonique, 50 spasticité, j'aime bien, moi, qu'ils soient extrêmement bien traités contre la dystonie parce qu'il y a des médicaments qui fonctionnent contre la dystonie, il y a des traitements, il y a des gestes chirurgicaux qu'on utilise aussi contre la dystonie. On les imprègne énormément de certains médicaments, en l'occurrence de benzodiazépine, pour couvrir le geste chirurgical contre la spasticité. Mais je vous dis, c'est extrêmement dangereux de traiter un enfant moitié dystonique, moitié spastique, parce que quand on aura gommé la spasticité, la dystonie sera au premier plan, avec des risques de majoration de cette dystonie en post-opératoire. Je crois qu'il y a une méthode qui consiste à par ponction lombaire, faire un test au baclofène. Est-ce que ça permet justement d'anticiper éventuellement des résultats d'une ESDR
ou de voir le lien entre la spasticité et la dystonie? Le test Olioresal, j'ai fait ce test pendant, je crois, pendant plus de 2 ans chez les patients pour vérifier si l'indication de la rhizotomie était adaptée ou pas. Ça a un effet de faiblesse des membres inférieurs ou de diminuer clairement la spasticité dans les membres inférieurs. Le seul problème, c'est que la ponction lombaire engendre un syndrome post-PL, donc ça fait mal à la tête à la plupart des enfants pendant 15 jours, 3 semaines, etc. Donc on est très ennuyé des effets secondaires qui sont liés à cette ponction lombaire, plus que l'effet positif sur la raideur. Donc j'ai arrêté parce que la majorité du temps, on se rendait compte que l'indication adaptée correspondait aux attentes des parents à la seule et unique condition, c'est qu'on ait discuté correctement avec la famille et qu'on leur ait proposé le geste et que les attentes correspondent à ce qu'on propose, c'est tout. Donc là, le test Olioresal, c'était une bonne chose, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose.